On rise, veuillez vous lever. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. L'audience du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. Monsieur le greffier, appelez le numéro de l'affaire, s'il vous plaît. Thank you and good morning. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Il s'agit de l'affaire IT 0367T, le procureur contre Vojislav Šešelj. De se présenter. Monsieur Marcussen, vous avez la parole. Good morning, Your Honor. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. L'accusation est représentée aujourd'hui par moi-même, Matthias Marcussen, Madame Lisa Beerse, Monsieur Traldi et notre commise à l'affaire aujourd'hui, et Angel Langenberg. Je vous remercie. Monsieur Marcussen, avant de lire le résumé du jugement, je dois, au nom de la Chambre, adresser mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à la tenue des audiences jusqu'à ce jour. Et mes remerciements vont s'adresser d'abord aux interprètes qui, pendant des années, ont œuvré dans ce procès. Je ne saurais également oublier la sténotypiste qui a enregistré fidèlement mes propos en anglais. J'associe également monsieur l'huissier qui a introduit également pendant des années tous les témoins qui ont déposé. Je ne saurais également oublier le greffier d'audience qui nous a apporté toute son aide, principalement lors de l'admission des documents. Et je joins également mes remerciements tant aux greffiers qu'aux greffiers adjoints qui ont apporté leur concours aux juges de la Chambre afin que ceux-ci puissent, dans les meilleures conditions possibles, travailler. Et enfin, je ne saurais oublier l'équipe des juristes et des assistants de juges qui ont assisté la Chambre de première instance en vue de pouvoir rendre ce jugement ce jour. Cette équipe de juristes était toute neuve, ayant pris ses fonctions que depuis le mois de juillet 2015, à la suite du départ des autres juristes pour d'autres tribunaux ou institutions. En moins de 6 mois, cette équipe a étudié tous les éléments de dossier afin de permettre aux juges de délibérer dans les meilleures conditions possibles. En fin d'après-midi, la plupart d'entre eux vont quitter le tribunal, alors que j'avais demandé une prolongation de quelques semaines de leur contrat. Mais pour des raisons liées au budget du tribunal, ceci n'a pas été possible. Et je tiens donc à les remercier pour tout le travail accompli. Je vais donc commencer à lire le résumé du jugement. La Chambre de première instance est réunie aujourd'hui pour rendre son jugement dans l'affaire le procureur contre Vojislav Šešelj. Dans son ordonnance du 16 mars 2016, fixant les modalités du jugement, la Chambre a estimé que le transfert de Vojislav Šešelj à La Haye n'était pas requis. La Chambre avait toutefois laissé ouverte la possibilité qu'il suive l'audience par vidéoconférence depuis Belgrade. Le greffe a fait rapport que Vojislav Šešelj a décliné l'offre de la Chambre. C'est donc dans ces conditions qu'il n'est pas présent aujourd'hui. Je vais néanmoins procéder à la lecture de notre verdict. Ce que je vais dire est un résumé des conclusions de la Chambre. Ce résumé ne fait pas partie du jugement. Seul le contenu du jugement officiel, qui sera disponible à la fin de cette audience, fait autorité. Je voudrais, à titre préliminaire, préciser la portée de notre jugement. Les conclusions de la Chambre que je vais présenter ci-après n'ont pas la prétention d'établir toute la réalité des faits qui se sont produits et encore moins à écrire l'histoire complexe d'un conflit. Le rôle de la Chambre
est limité à donner une réponse judiciaire à des allégations présentées au soutien d'une théorie, la théorie de l'accusation. Ce jugement est donc tributaire de la vérité limitée, trouvée ou non, dans les faits soumis à la Chambre. Au cours de ce procès qui a commencé le 7 novembre 2007, la Chambre a admis près de 1400 pièces. Elle a entendu 99 témoins, dont 90 appelés par le procureur et 9 directement convoqués par la Chambre. Le jugement fait un peu plus de 100 pages. Il comprend 2 annexes, ainsi que l'opinion concordante du juge Antonetti, c'est-à-dire moi-même, la déclaration du juge Nyang et l'opinion partiellement dissidente du juge Lattanzi. Le procureur reproche à Vojislav Šešelj, homme politique, président du Parti radical serbe et parlementaire à l'Assemblée de la République de Serbie, d'avoir directement commis, incité à commettre, aidé et encouragé des crimes imputés aux protagonistes serbes du conflit pendant la période allant d'août 1991 à septembre 1993, ou d'y avoir été associé par le biais d'une entreprise criminelle commune. Les charges du procureur reposent sur une trame principale, l'idéologie de la Grande Serbie. Les crimes commis seraient, d'après le procureur, partie intégrante des moyens déployés pour permettre à tous les Serbes disséminés dans les territoires de l'ex-Yougoslavie de vivre dans une nouvelle Serbie territorialement unifiée. La réalisation d'un tel objectif devrait se faire, d'après le procureur, par la violence, y compris le déplacement forcé de populations non serbes vivant dans certains territoires estimés être des terres serbes. La thèse du procureur repose sur 2 piliers. Le premier pilier postule que Vojislav Šešelj a été associé aux crimes commis en faisant partie d'une entreprise criminelle commune qui compterait parmi ses membres des autorités locales ou nationales comme le président de la République de Serbie, Slobodan Milosevic, des chefs militaires ou subalternes, ainsi que des paramilitaires et des unités de volontaires appelées Tcheknit ou Šešelj Japsi. Le rôle principal de Vojislav Šešelj serait illustré, outre la propagande de guerre et l'incitation à la haine contre les non-serbes, par son implication dans le recrutement et l'organisation des volontaires. Des volontaires qui vont être envoyés sur le terrain, puis intégrés dans des unités des forces serbes, lesquelles auraient conduit des attaques dans plusieurs municipalités en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Ces forces serbes auraient commis des meurtres, des actes de torture et de traitements cruels à l'encontre de nombreux civils non serbes, notamment croates et musulmans. Elles auraient déplacé par la force des civils non serbes et les auraient expulsés. Elles auraient également détruit des villages et fait des dévastations non justifiées par les exigences militaires, détruit ou endommagé de façon délibérée des édifices consacrés à la religion ou à l'éducation et pillé des biens publics et privés. Ces mêmes forces serbes auraient également appliqué des mesures restrictives et discriminatoires dans le cadre d'un système de persécution. Le procureur n'allègue pas que Vojislav Šešelj était un chef militaire, pas plus qu'il ne fonde sa responsabilité pénale sur l'article 7.3 du statut du tribunal, applicable aux supérieurs hiérarchiques militaires ou civils.
Le procureur n'en impute pas moins à Władysław Šešel une large autorité, y compris dans des zones de conflit qu'il aurait visitées pour renforcer le moral de ses troupes. Le procureur soutient que Władysław Šešel aurait érigé au sein de son parti un état-major de guerre s'occupant notamment des besoins logistiques et du déploiement des volontaires, qu'il aurait été tenu régulièrement informé des activités de ses troupes, qu'il aurait eu un pouvoir d'intervention sur les volontaires, y compris pour leur promotion, et aurait même décoré certains en leur conférant notamment le titre de voïvode que lui-même arborait. Le second pilier de l'accusation postule que Władysław Šešel a directement commis un certain nombre de crimes, notamment en dénigrant publiquement et directement par des discours appelant à la haine les populations non serbes de Vukovar, située en Croatie, et d'Ertoči, située en Voïvodine, en Serbie. En particulier les Croates, et en appelant à leur expulsion de ces secteurs. L'acte d'accusation contient toutes ces charges, plusieurs fois modifiées, présente dans sa version finale 9 chefs d'accusation, dont 3 chefs pour crimes contre l'humanité, persécution chef 1, expulsion chef 10 et acte inhumain chef 11. Et 6 crimes de guerre, chef 4 meurtre, chef 8 torture, chef 9 traitement cruel, chef 12 destruction sans motif de village, chef 13 destruction délibérée d'édifices consacrés à la religion ou à l'éducation, et chef 14 pillage de biens publics ou privés. Władysław Šešel a plaidé non coupable pour tous les chefs d'accusation. Il s'est défendu seul, sans l'assistance d'un conseil. À la fin de la présentation des éléments de preuve à charge par l'accusation, Władysław Šešel a fait le choix de ne pas appeler de témoins ni présenter à la Chambre d'autres preuves pour sa défense. Il a cependant activement participé à la première phase du procès à travers un système de défense à plusieurs détentes. Elle varie de la contestation de la légalité du tribunal à l'invocation de l'absence de toute preuve sur l'imputabilité des crimes allégués, en passant par le caractère politique ou partial des poursuites contre lui. Si Władysław Šešel n'a de prime abord rien voulu concéder au procureur, son système de défense au cours du procès apparaît néanmoins beaucoup plus nuancé. Władysław Šešel assume et revendique son idéologie nationaliste pour la Grande Serbie, en n'assignant pas cependant les mêmes fins que le procureur à cette idéologie. Il n'a pas non plus contesté en définitive la réalité de la plupart des actes de violence, de destruction et de pillage perpétrés dans les zones de conflit. Władysław Šešel en conteste parfois l'ampleur ou la motivation, mais s'en distancie surtout en insistant sur le fait que ni lui, ni ses hommes, recrutés comme volontaires, n'ont été impliqués dans leur perpétration. Il soutient en outre que ces volontaires, une fois recrutés,
n'étaient de toute façon pas sous son contrôle, car ils étaient directement intégrés dans les forces armées yougoslaves, JNA ou VRS, selon l'époque considérée, qui avaient leur propre commandement et hiérarchie ou dans des structures de commandement locales. Il précise que l'état-major de guerre de son parti, le CRS, qui du reste était dirigé par son adjoint, sans implication directe de sa part, n'avait rien d'une structure militaire, malgré sa sonorité martiale. Que la distinction de voïvode qu'il a conférée à certains de ses hommes n'était pas une distinction militaire, pas plus qu'elle n'impliquait un lien avec le SRS. Selon Władysław Šešel, certains volontaires étaient aussi des gens du cru, qui étaient déjà sur place et qui donc n'avaient pas été envoyés dans les zones de conflit par lui ou son parti. Władysław Šešel soutient, au demeurant, qu'il y avait plusieurs groupes de volontaires dont certains étaient notoirement criminels et n'avaient rien à voir avec ces hommes. Il déplore une certaine confusion dans leur distinction. Confusion facilitée, d'après lui, par le fait que l'épithète tchetnik, loin d'être l'apanage exclusif des volontaires du SRS, était plutôt galvaudé. Plus globalement, Władysław Šešel présente les Serbes comme étant les victimes qui ont été agressées par les Croates et les musulmans. Il précise également que ces derniers ont initié respectivement une sécession anticonstitutionnelle qui a, par la suite, causé le déclenchement d'un conflit dans lequel les Serbes apparaissaient comme les défenseurs de la légalité. Il inscrit les activités de recrutement et d'organisation des volontaires dans le cadre d'une opération de légitime défense des Serbes, y compris en Croatie, où la remise en cause de leur statut de peuple constitutif, garanti par la Constitution, conjuguée à leur harcèlement et persécution, constituait une menace sérieuse à leur existence. Władysław Šešel soutient que ces attaques étaient à prendre au sérieux pour éviter la répétition d'un passé tragique pour les Serbes. C'est dans cette même veine que Władysław Šešel offre un contexte différent à ses discours qui, selon lui, galvanisait les troupes de son bord ou articulait sa propre vision politique et son projet de société, et que le procureur qualifierait à tort d'acte de persécution et d'incitation à la haine et à l'expulsion. Władysław Šešel invite également la Chambre à une analyse différenciée de jugements antérieurs intervenus devant ce tribunal et dont certains partagent la même base factuelle que son affaire, notamment les jugements dans les affaires le procureur contre Mil Mrkić et consorts et le procureur contre Momčilo Krašnik. Il soutient que les acquittements totaux ou partiels, ainsi que les conclusions qui ont rejeté, entre autres, l'existence d'une entreprise criminelle commune ou de crimes contre l'humanité dans certaines localités, comme Vukovar, doivent s'étendre à son affaire au nom de l'autorité de la chose jugée. Il invite cependant la Chambre à ne pas perdre de vue la portée limitée des déclarations de culpabilité dans les mêmes affaires, car elles seraient erronées ou basées sur des motifs qui ne sont pas pertinents dans son cas personnel. Il faut enfin souligner que Władysław Šešel a contre-interrogé les témoins présentés par le procureur
et ceux convoqués par la Chambre au titre de l'article 98 du règlement de procédure et de preuve. Il a offert dans son mémoire final un récapitulatif exhaustif de la valeur qu'il assigne à chacun de ces témoignages. Il s'est par contre abstenu d'interroger les témoins entendus sous le régime de l'article 92 ter et, pour les mêmes raisons, s'est opposé à l'admission des déclarations écrites de témoins au titre des articles 92 bis et quater. Avant d'analyser plus en détail les faits spécifiques reprochés à Władysław Šešel, la Chambre à la majorité, la juge Lattanzi étant en désaccord, a fait quelques constats dont le premier relève une certaine imprécision dans la démarche du procureur. En effet, ce dernier offre initialement un canevas de poursuite très clair, à partir du paragraphe 5 de l'acte d'accusation. Il y opère une distinction entre les crimes matériellement commis par l'accusé en les circonscrivant aux seuls chefs 1, 10 et 11, et les autres crimes qui n'auraient été commis que par le biais de l'entreprise criminelle commune. Ce canevas de départ a été vite obscurci par des allégations subséquentes. Władysław Šešel serait membre d'une entreprise criminelle commune, finalement, pour tous les crimes. Le procureur se contente de viser tous les crimes comme relevant à titre principal de la première catégorie et subsidiairement de la troisième catégorie. Le supposé but criminel de l'entreprise semble également varier en fonction des écritures. Pour caractériser les moyens de la mise en œuvre de la Grande Serbie, l'accusation oscille entre la purification ethnique et la recherche de la continuité territoriale entre les Serbes. Le procureur utilise indistinctement les mots violence et crime. Or, ces deux notions sont d'autant moins équivalentes que ce jugement a pour toile de fond une guerre. La guerre est par essence violente, sans que cette violence soit nécessairement synonyme de crime. Certaines écritures du procureur donnent l'impression que l'idéologie même de la Grande Serbie est criminogène, alors que d'autres fustigent davantage les moyens de sa réalisation. Le procureur semble également postuler une illégalité de la campagne militaire serbe, rendant du coup inutile toute distinction entre une campagne militaire qui pourrait être légitime et ses possibles dérives criminelles qui seraient alors seules blâmables. À cette ambiguïté s'ajoute une accusation tout azimut, qui consiste pour le procureur à viser toutes les modalités possibles de conduite criminelle prévues à l'article 7.1 du statut du tribunal, sans qu'elles ne correspondent nécessairement aux faits décrits. Ainsi, les mêmes faits sont qualifiés d'actes de commission directe, d'actes imputables au titre de l'entreprise criminelle, d'actes d'incitation ou encore d'aide et d'assistance. Les mêmes faits qui sont qualifiés de meurtre, de torture et de traitement cruel, crimes d'expulsion, d'actes inhumains, transfert forcé, de destruction sans motif et pillage de biens publics ou privés, sont également visés comme actes de persécution. En somme, le procureur emprunte
une démarche circulaire où presque chaque crime reçoit des qualifications multiples et chaque mode de participation au crime semble absorber ou se superposer à tous les autres. Si une démarche de cumul des infractions est généralement permissible, à la condition que les éléments factuels le permettent, de l'avis de la majorité, il est beaucoup plus difficile de tolérer l'usage indiscriminé de toutes les formes possibles de responsabilité, avec très peu d'égard pour la spécificité des faits. Des jugements ont réprimandé le procureur pour cette pratique du fourre-tout. La majorité déplore également cette approche maximaliste, non pas pour dire qu'elle vicie la procédure et compromet une défense effective de Władysław Šešelj. Ce dernier, il faut le souligner avec insistance, a pu faire valoir tous ses arguments. La majorité souligne simplement, pour le regretter, que les ambiguïtés du procureur ont alourdi une démarche qui aurait pu être plus simple pour le procureur, mais aussi pour la défense et pour la Chambre. Ces derniers sont tous deux condamnés, dans une certaine mesure, à suivre le sillon creusé par le responsable des poursuites. Les mémoires du procureur auraient pu aider à lever certaines ambiguïtés initiales. Au contraire, au lieu de présenter respectivement le plan de travail du procureur au regard des faits approuvés et de faire à la fin du procès le point sur la façon dont le procureur s'est acquitté de sa tâche, les mémoires apparaissent plutôt à la majorité comme de nouveaux actes d'accusation dont chacun aurait une vocation autonome à présenter toute la théorie du procureur. C'est donc non sans difficulté que la Chambre s'est attachée à démêler les conclusions disparates du procureur. Je vais à présent énoncer les conclusions de la Chambre sur certaines questions importantes liées à la preuve. La Chambre a admis en preuve beaucoup d'extraits de publications de Władysław Šešelj. La source de ces documents constitue pour la Chambre un indice important quant à l'imputabilité à Władysław Šešelj des discours qui y sont reproduits. La Chambre ne perd cependant pas de vue la possible exagération de certains propos. La Chambre a également admis en preuve les déclarations écrites préalables en faveur de l'accusation par des témoins qui se sont ensuite partiellement ou totalement contredits lors de leur déposition. La Chambre a suivi la ligne directrice tracée par la Chambre d'appel et examiné au cas par cas les preuves émanant de ces témoins. La Chambre a admis de nombreux éléments de preuve au titre de la ligne de conduite délibérée. La Chambre à la majorité, la juge Lattanzi étant en désaccord, n'a pas jugé en définitive utile de tenir compte de ces preuves qui ne présentent d'autre intérêt que de dupliquer les preuves déjà admises sur les faits pertinents. La Chambre a reçu plusieurs documents et des témoignages émanant d'autres procédures pour des faits résultant de constats judiciaires au titre de l'article 94b du règlement. La Chambre rappelle que leur valeur probante ne repose que sur une présomption simple. Celle-ci
même sans avoir été remise en cause par une preuve contraire offerte par la défense, ne s'impose pas de façon péremptoire. La Chambre peut, à bon droit, préférer écarter ces faits constatés au profit d'éléments de preuve contraires, comme par exemple des dépositions de témoins soumis au contre-interrogatoire. Directement examiné devant la Chambre et qui lui semble offrir plus de garanties. Je vais maintenant I will now broach the general context of the facts in the indictment. The chamber chamber La Chambre a reçu une preuve abondante retraçant la chronologie des événements ayant conduit à la désintégration de l'ex-Yougoslavie. Władysław Šešelj a fondé le SPO en mars 1990 avec Vuk Drašković. Suite à leur dissension, Władysław Šešelj a fondé le 18 juin 1990 le mouvement tchétnique serbe, ou SCP, qu'il présidait. Le 25 février 1991, Władysław Šešelj, Ljubisa Petković et Tomislav Nikolić fondent un nouveau parti politique, le Parti radical serbe, ou SRS. Władysław Šešelj en a été élu président. Les objectifs du SRS reprenaient essentiellement ceux du SCP. Ils visaient à l'édification d'un État serbe unifié ou Grande Serbie, épousant les frontières dessinées par la ligne Karlobag, Virovitica, Ogulin, Karlovac. Le CRS avait une structure à deux niveaux. Un comité central, organe du parti, et des comités municipaux et des sous-communautés au niveau des petites localités et des villages. Le SRS disposait également de branches en Voïvodine, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et au Monténégro. S'agissant des volontaires du SCP-SRS, la Chambre a conclu que la notion de volontaire au sein de l'armée serbe se référait initialement à des individus qui rejoignaient les forces armées en temps de guerre. À partir d'août 1991, selon la loi sur la défense nationale de la République de Serbie, les volontaires serbes devaient rejoindre la défense territoriale afin de renforcer les effectifs des forces armées fédérales, et ce, quelle que soit leur affiliation. La Chambre s'est penchée sur la question controversée de l'identification des volontaires du SCP-SRS. Ces hommes étaient appelés des hommes de Seychelles ou Seychelles-Jevsi, expression qui était parfois confondue avec celle de Tchéknit, laquelle était, selon le cas,
utilisé pour désigner les soldats serbes qui se reconnaissaient dans l'idéologie nationaliste de Vojislav Šešelj. L'analyse de la preuve révèle que les hommes de Šešelj pouvaient être identifiables par leur apparence physique et accessoires vestimentaires, sans toutefois que ce critère d'identification soit toujours décisif. La Chambre a donc pris soin d'identifier les individus associés au SCP-SRS à l'aide de diverses sources, plutôt que de lier toute appellation tchétnique à Vojislav Šešelj. La Chambre a constaté que le recrutement des volontaires du SRS avait lieu surtout au quartier général du SRS à Belgrade. Le recrutement se déroulait également au niveau municipal. Il n'est pas contesté que le SRS a également recruté et envoyé des volontaires en réponse à des demandes d'autres forces armées, notamment les défenses territoriales ou TEO, locales de Bosnie-Herzégovine et de Croatie, puis les forces armées stationnées en Bosnie-Herzégovine et en Croatie, incluant la JNA, VJ et VRS. La Chambre a conclu que l'appartenance au SRS n'était pas un critère de recrutement des volontaires. Il y avait aussi parmi eux des individus sans affiliation politique ou dont l'affiliation au SRS était postérieure à leur déploiement sur le terrain. L'une des conclusions majeures de la Chambre a été de noter que si Vojislav Šešelj pouvait avoir une certaine autorité morale sur les volontaires de son parti, ces derniers n'étaient pas ses subordonnés quand ils étaient engagés dans des opérations militaires. La Chambre a reçu à ce propos une abondante preuve, y compris le témoignage de l'expert militaire de l'accusation, M. Reno Tenens. Ce dernier a bien expliqué que d'une part, la Constitution yougoslave et d'autres textes de loi pertinents prévoyaient la possibilité de déclarer l'état de guerre imminent. Une fois cette déclaration faite, l'armée pouvait recourir au service des volontaires pour renforcer les troupes régulières. Les forces armées yougoslaves étaient organisées autour du principe de l'unicité de commandement. En vertu de ce principe, les militaires réguliers, comme les volontaires, étaient soumis sur le terrain à la même hiérarchie militaire. En application de ce principe, Vojislav Šešelj ne pouvait avoir aucun lien hiérarchique avec les volontaires une fois que ces derniers étaient intégrés dans les structures des forces armées régulières de la JNA, VJ et VRS. S'agissant des allégations de l'accusation relatives à la participation des forces paramilitaires aux crimes visés dans l'acte d'accusation, la Chambre a reçu des preuves démontrant que les groupes paramilitaires suivants avaient en effet été présents pendant la période pertinente de l'acte d'accusation sur certains lieux de crimes visés, à savoir les Tigres d'Arkane,
les aigles blancs, le détachement de Dusan Silni, les bérets rouges ou unités opérationnelles spéciales des services de sécurité de la DB de Serbie, créés le 4 mai 1991. Les guêpes jaunes, le détachement Leva Supoderica, l'unité de Vassili Vidovitch alias Vasquet, l'unité de Gozic, aussi appelée groupe de Loznica, l'unité Karadordé, la garde serbe du SPO, les unités de Branislav Gravilovic, alias Burnet, et de Slavko Aleksic. La Chambre a par ailleurs examiné la relation alléguée de ces groupes paramilitaires avec Władysław Šešelj. Pour la Chambre, la juge Lattanzi étant en désaccord. Il n'y a pas suffisamment de preuves pour conclure à l'existence d'une affiliation à Władysław Šešelj de certains groupes paramilitaires comme les Tigres d'Arkane, les Aigles Blancs et l'unité Karadordé. La Chambre conclut également à l'unanimité, à l'absence de preuves d'un lien hiérarchique entre Władysław Šešelj et le groupe de Loznica, ainsi que l'unité de la garde serbe. La Chambre conclut en outre que Vosin Vukovic, alias Zuko Zuka, était le commandant d'une unité de volontaires serbes, mais a opéré de façon indépendante en prenant la dénomination de guêpe jaune. Le frère de Zuko, Dusan Vukovic, surnommé Repic, ainsi qu'un surnommé Topola, était également membre de cette unité. Władysław Šešelj s'est distancié des guêpes jaunes après les meurtres perpétrés à Zvornik. S'agissant des bérets rouges, la Chambre a constaté que certains volontaires du SRS ont intégré des unités de bérets rouges et en étaient même les commandants. Le détachement Leva Supoderica était composé de volontaires du SRS envoyés à Vukovar par l'état-major du SRS ou recrutés localement. S'agissant de l'unité de Vasquet, la Chambre a conclu que Vasquet était membre du SCP dès ses débuts, puis membre fondateur du SRS. La Chambre conclut que de septembre 1991 à fin février 1992, Vasquet avait été un volontaire du SRS à Benkovac, en Dalmatie. S'agissant des unités de Burnet et de Slavko Aleksic, la Chambre a conclu qu'il s'agissait d'unités composées de volontaires du SRS en Bosnie-Herzégovine pendant la période concernée par l'acte d'accusation, mais que Burnet et Slavko Aleksic n'ont pas été envoyés par le SRS dans la région de Sarajevo. Toutefois, Władysław Šešelj les a reconnus comme commandants des volontaires du SRS sur place. Leur unité était en outre placée sous le commandement de la VRS. Je vais à présent résumer les conclusions juridiques et factuelles de la Chambre sur les crimes visés dans l'acte d'accusation. S'agissant des conditions d'application de l'article 5 du statut relatif aux crimes contre l'humanité, la Chambre, à la majorité, la juge Lattanzi, dissidente, a conclu que l'accusation n'a pas prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, qu'une attaque généralisée ou systématique a été lancée contre la population civile non serbe dans de vastes portions de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine, notamment dans les municipalités de Vukovar
Zvornik, la région de Sarajevo et les municipalités de Mostar et de Nevesinje pendant la période visée dans l'acte d'accusation. La preuve soumise et examinée fait plutôt état d'un conflit armé entre des forces militaires adverses avec des composantes civiles. Le procureur, de l'avis de la majorité, n'a pas présenté au juge un tableau qui montrait clairement que des civils étaient visés massivement alors qu'ils ne prenaient pas part au combat. Il se contente d'affirmations générales qui ne rendent pas compte de la preuve spécifique reçue par les juges. La majorité ne peut, dans ces circonstances, écarter l'argument de la défense, qui a trouvé un large écho dans certains témoignages recueillis, qui expliquent que des civils ont fui les zones de combat pour se réfugier dans les localités où se trouvaient les membres du même groupe ethnique ou religieux, que les bus qui ont été affrétés dans ce cadre étaient non pas des opérations de transfert forcé de population, mais plutôt des actes d'assistance humanitaire à des non-combattants qui fuyaient des zones de combat où ils ne se sentaient plus en sécurité. Pour la Voïvodine, la Chambre à la majorité, la juge Latanzi, dissidente, estime qu'il ne s'agit pas d'une zone de conflit armé. La majorité ne relève également aucun effort du procureur pour soumettre, et encore moins pour la convaincre, de l'existence d'un lien de connexité certain avec le conflit en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Le procureur n'a offert aucune preuve quant aux conditions d'arrivée des réfugiés serbes venant de Croatie pour établir cette connexité. La majorité relève également d'autres insuffisances dans la démarche de l'accusation. Elle note la particulière faiblesse de la preuve du procureur pour faire le lien entre les actes d'exaction et le départ de civils de certaines zones. Le rapport de l'expert Eva Tabo se contente notamment de proposer un recensement global des départs qui ont eu lieu sur toute l'année 1992 sans spécifier la cause impulsive de ces départs. De même, le témoin VS 061, sur lequel l'accusation s'appuie beaucoup, n'a pas été persuasif. Il a été pris plusieurs fois à défaut et a dû reconnaître de graves omissions et affabulations dans sa narration. Ces affabulations touchent à des questions aussi essentielles que le meurtre d'un Croate. Misac Stefanak, que le témoin avait initialement présenté comme étant l'acte qui aurait déclenché la fuite des Croates, en contre-interrogatoire, il reconnaîtra que ce meurtre résultait d'un conflit privé dans un café qui aurait mal tourné et que les responsables de ce meurtre ont été arrêtés et jugés. La majorité a relevé de façon plus globale que les exactions de civils décrites à Ertochi ne s'apparentent pas au regard de leur ampleur comme de leur modus operandi à une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile. La preuve entendue, loin de suggérer une attaque massive contre la population civile croate, fait état plutôt d'actes basés sur des motivations essentiellement domestiques, voire privées, et dont l'impulsion première
serait l'acquisition de logements par des Serbes qui en étaient dépourvus à cause de leur statut de réfugiés. La majorité a relevé enfin, sans détourner le regard du contenu particulièrement troublant du discours du 6 mai de Vojislav Šešelj, lequel clairement appelait à l'expulsion des Croates, notamment ceux qu'il jugeait déloyaux, qu'il n'est pas allégué que Vojislav Šešelj a pris directement part aux échanges des maisons. Or, ces contrats d'échange sont visés comme le principal médium par lequel les expulsions de Croates de Ertoči ont été opérées. Ainsi, l'accusation ne saurait au mieux rechercher qu'une responsabilité indirecte de Vojislav Šešelj et non une responsabilité directe pour des faits de persécution. En tout état de cause, la majorité a relevé l'absence des ingrédients juridiques essentiels pour asseoir une quelconque responsabilité pénale pour crime contre l'humanité. Par conséquent, pour la Chambre, à la majorité, la juge Lattanzi, dissidente, conclut que les conditions d'application de l'article 5 du statut ne sont pas remplies. S'agissant des conditions d'application de l'article 3 du statut, relatif aux crimes de guerre, la Chambre retient, petit i, l'existence d'un conflit armé en Croatie et en BiH durant la période couverte par l'acte d'accusation. II, que les crimes visés dans l'acte d'accusation, en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, ont pu être commis par des membres des forces serbes dans le but de servir le conflit armé ou du fait de celui-ci. S'agissant à présent des crimes de guerre, la Chambre note qu'elle a reçu un certain nombre de preuves sur des crimes qui ne sont pas allégués dans l'acte d'accusation. Au regard du droit de Vojislav Šešelj d'être informé des charges portées contre lui, la Chambre n'a pas pris en considération ces preuves. Ensuite, la Chambre a considéré que le procureur n'avait pas rapporté suffisamment de preuves pour établir la réalité des crimes suivants. Les meurtres dans le secteur de Chorna-Rijeka, le traitement cruel sous la forme de travaux forcés par les détenus de la ferme d'Ovčara, le traitement cruel infligé aux détenus à l'entrepôt de Velpromet, la torture et les traitements cruels des détenus à la maison de Sonja, à la caserne de Semizovac, ainsi qu'à l'atelier de pneus du carrefour de Vogoša dans la région de Sarajevo, ainsi que le pillage des biens privés par les forces serbes dans les villages de la municipalité de Nevećije. La Chambre à la majorité, le juge Lattanzi, dissidente, a considéré que le procureur n'avait pas rapporté suffisamment de preuves pour établir la réalité des crimes suivants. Le meurtre de détenus non serbes sur la colline de Zuč, près de Sarajevo. La torture et les traitements cruels à l'abattoir de Zero, près de Zvornik, ainsi que le pillage des biens publics ou privés de la ville des habitations de Vukovar. La Chambre à la majorité, la juge Lattanzi, dissidente, n'a pas non plus retenu les destructions sans motif ou dévastations non justifiées par les exigences militaires de villes, villages et habitations, ainsi que la destruction délibérée d'édifices consacrés à la religion ou à l'éducation. La majorité estime que le contexte des destructions n'est pas suffisamment rapporté pour permettre une appréciation qui tiendrait compte de tous les paramètres sur le terrain. La Chambre a constaté l'existence de certains crimes dont elle va donner la liste avant de se prononcer sur leur imputabilité à Vojislav Šešelj. Pour
la municipalité de Vukovar. Meurtres, tortures et traitements cruels, y compris des violences sexuelles, infligés aux détenus à l'entrepôt de Velpromet et à la ferme d'Ovtchara. Pour la municipalité de Zvornik, meurtre de civils musulmans au cours de l'attaque sur Zvornik en avril 1992. Meurtre, torture et traitements cruels infligés aux détenus musulmans à la ferme Ekonomija, aux détenus à l'usine Siglana, aux détenus à la maison de la culture de Drinjavtcha, aux détenus de l'école technique de Karakai, ainsi qu'aux détenus à la maison de culture de Chelopec. Meurtre d'un très grand nombre de détenus non serbes à l'abattoir de Gero. Torture et traitements cruels infligés aux détenus de l'usine de chaussures Standard, ainsi que le pillage de biens privés provenant des maisons appartenant aux habitants de Zvornik. Pour la région de Sarajevo, meurtre de 17 civils musulmans dans le village de Lejsevo au cours d'une attaque. Torture et traitements cruels infligés aux détenus de l'entrepôt Iskra à Poglugovi et aux détenus à la maison de Plania, et pillage des habitations de musulmans après l'attaque du village de Zvrak. Pour la municipalité de Mostar, meurtre de civils non serbes à la décharge du Burak, ainsi que dans les bâtiments de la morgue principale de Sutina. Torture et traitements cruels infligés aux détenus dans les vestiaires du stade de football de Vapchichi et aux détenus de Sutina. Le pillage des biens privés provenant de maisons appartenant aux musulmans du hameau de Topla. Pour la municipalité de Nevesinje, meurtre de villageois à Prejeka, meurtre de musulmans à Brezja et à la centrale thermique de Kilavchi, meurtre de villageois détenus à l'école de J-James, torture et traitements cruels infligés aux détenus de la centrale thermique de Kilavchi, aux détenus à l'école de J-James et aux détenus dans le bâtiment du SOUP de Nevesinje. Je vais à présent résumer les conclusions de la Chambre relatives à la responsabilité de Władysław Šešelj visé par l'acte d'accusation. L'accusation circonscrit la responsabilité de Władysław Šešelj à la commission matérielle limitée aux crimes de persécution, d'expulsion et d'actes inhumains, transfert forcé par les discours, la commission en tant que coauteur participant à une entreprise criminelle commune ou ECC, l'incitation et l'aide et l'encouragement. La responsabilité recherchée sur le fondement de l'entreprise criminelle suppose au premier chef l'identification d'un but criminel commun. Si le but poursuivi n'est pas criminel en soi, il faut au moins que les crimes perpétrés pour sa réalisation lui soient consubstantiels. La Chambre à la majorité, la juge Lattanzi est en désaccord, a relevé dans la démarche de l'accusation toute une série d'insuffisances et de confusions. Selon l'accusation, le projet de Grande Serbie défendu par Władysław Šešelj comporterait un élément de criminalité implicite découlant de ce qu'il visait à unifier tous les territoires serbes dans un État serbe homogène englobant la Serbie, le Monténégro, la Macédoine et de vastes portions de la Croatie
et de la Bosnie-Herzégovine, impliquant l'expulsion ou le déplacement forcé de la population non serbe. La majorité a analysé la preuve admise à cet effet afin de déterminer si cette définition correspondait à un projet criminel commun. Le procureur retient le transfert sous contrôle serbe des territoires ciblés. Ce transfert aurait été planifié suivant des caractéristiques communes, comprenant un certain nombre d'éléments dont, petit a, la proclamation comme région autonome serbe de grandes portions de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, et la prise de contrôle des institutions publiques et des structures administratives locales. Petit b, l'enrôlement des volontaires et la coordination des actions de la JNA, VJ, MP, TO et haute formation. Petit c, l'armement en sous-main des civils serbes. Et petit d, la commission des crimes sur le terrain. La majorité est d'avis que le procureur propose une lecture très parcellaire relativement aux événements qui, d'après lui, attestent du projet criminel de la Grande Serbie ou toute autre appellation équivalente. En présentant l'érection des régions serbes autonomes en Croatie et Bosnie-Herzégovine comme des actes qui participeraient d'un projet criminel de Grande Serbie, sans élucider le contexte plus large de la double sécession de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine dans lequel ces mouvements se sont inscrits, le procureur offre une lecture qui, au mieux, occulte la chronologie des faits ou, au pire, les dénature au regard de la preuve soumise à la Chambre et essentiellement par le procureur lui-même. Pour la majorité, le projet de la Grande Serbie, tel que défendu par Vojislav Šešelj, est un but a priori politique et non criminel. Pour Vojislav Šešelj, seul le SRS visait cet objectif de la Grande Serbie, qui devait inclure tous les Serbes, qu'ils soient de foi orthodoxe, catholique ou musulmane. Les déclarations de Vojislav Šešelj à propos de sa vision de la Grande Serbie ne semblent pas contestées par l'accusation. Du reste, elles résultent abondamment d'une documentation qui préexiste aux poursuites dans cette affaire. Même en prenant en compte certaines attitudes jugées discriminatoires des Serbes, notamment dans la mise en place de leurs institutions locales en Croatie et Bosnie-Herzégovine. La preuve, dans sa globalité, ne supporte pas, de l'avis de la majorité, la conclusion que les proclamations d'autonomie du peuple serbe de Croatie et de Bosnie-Herzégovine procédaient d'un dessein criminel. Par ailleurs, il n'est pas disputé que Vojislav Šešelj était animé de la ferveur politique de créer la Grande Serbie. Rien ne pointe cependant vers un but criminel par l'envoi des volontaires. Il existe une possibilité raisonnable que l'envoi de ces volontaires visait la protection des Serbes. Il ressort de plusieurs éléments de preuve que le recrutement et déploiement des volontaires par Vojislav Šešelj et son parti et la coopération à ce titre avec les autres forces serbes, incluant la JNA, VJ, MUP, TO et d'autres formations paramilitaires, ne constituaient pas une activité illégale. Au contraire, le contexte de guerre pouvait lui donner une solide justification. Les dispositions légales en ex-Yougoslavie permettaient le recours aux volontaires. Ces derniers étaient intégrés dans les forces armées de la RSFY, incluant la JNA et la TO. La Chambre a en outre constaté que Vojislav Šešelj
n'était pas le chef hiérarchique des volontaires déployés sur le terrain. La preuve, dans son ensemble, accrédite le fait que l'envoi des volontaires était motivé non par la commission de crimes, mais par le soutien à l'effort de guerre. Ces constatations n'ont aucune prétention à sous-estimer et encore moins à occulter les crimes commis dans différents endroits en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, crimes auxquels des volontaires déployés par Władysław Šešelj ou son parti ont pu prendre part ou être indirectement associés. La majorité indique simplement qu'elle n'a pas été convaincue que le recrutement et déploiement subséquent des volontaires présupposait de la part de Władysław Šešelj la connaissance, l'instruction de ces crimes sur le terrain ou qu'il y a souscrit. Ces crimes de la vie de la majorité ne peuvent pas être considérés comme consubstantiels au projet politique de la Grande Serbie ou aux activités visant à protéger les Serbes. La Chambre a reçu une preuve abondante qui établit l'armement des Serbes locaux de Croatie et de Bosnie-Herzégovine. Toutefois, la preuve fait état de civils croates ou musulmans qui s'armaient également. Ce tableau global accrédite également pour la majorité la possibilité raisonnable d'un scénario de factions belligérantes se préparant toutes à des hostilités imminentes pour préserver des territoires qu'elles estimaient être les leurs, plutôt qu'une démarche singulière et unilatérale de conquérants serbes mus exclusivement par un but criminel d'expulsion de civils des autres groupes ethniques. L'absence de preuves quant à l'existence d'un projet criminel suffit légalement pour rejeter l'allégation d'entreprise criminelle. La majorité, à titre superfétatoire, a également exploré la question de l'identité de vue entre les supposés membres du projet criminel, qui est aussi un ingrédient nécessaire pour conclure à l'existence d'une ECC. L'accusation concentre la majeure partie de ses allégations sur l'identité de vue entre Władysław Šešelj et Milošević, représentant la JNA, VJ, ainsi que le MUP serbe. Celle entre Władysław Šešelj et les autres membres liés à la RS et à la VRS, et celle entre Władysław Šešelj et les autres groupes paramilitaires tels que les Tigres d'Arkan. La Chambre a reproduit dans son jugement des échanges qui ont eu lieu entre les différents protagonistes du procès dans l'affaire Milošević, au moment du témoignage de Władysław Šešelj dans cette affaire. Il apparaît de ces échanges que les juges de cette affaire étaient aussi confus que ceux de la majorité dans l'affaire Šešelj quant à l'objet du supposé but criminel. Le procureur dira d'abord que Milošević ne partageait pas l'idéologie de la Grande Serbie. Il sera par la suite confronté à ses propres écritures antérieures, desquelles il résultait que la notion de Grande Serbie était bien au cœur de sa théorie. Le procureur va tergiverser en changeant plusieurs fois de version, tout en refusant le délai que les juges lui offraient volontiers pour qu'il prenne le temps de clarifier sa démarche jugée confuse. De l'avis de la majorité, non seulement cette confusion demeure, mais de nombreux éléments de preuve révèlent que la concertation avait pour but la défense des Serbes
et des territoires traditionnellement serbes ou la conservation de la Yougoslavie et non la commission de crimes allégués. La Chambre a la majorité. La juge Lattanzi dissidente a donc conclu que le procureur n'a pas approuvé l'existence d'une entreprise criminelle commune. La Chambre a la majorité. La juge Lattanzi dissidente a par ailleurs également conclu au rejet de la responsabilité de Władysław Šešelj au titre de la commission matérielle des crimes de persécution, tirant toutes les conséquences de sa conclusion, selon laquelle les conditions requises pour appliquer l'article 5 du statut ne sont pas réunies. La Chambre, à l'unanimité, rejette la responsabilité de Władysław Šešelj au titre de la commission matérielle des expulsions et actes inhumains, transferts forcés, en tant que crime contre l'humanité visé dans l'acte d'accusation. Je vais à présent résumer les conclusions de la Chambre concernant l'allégation de l'accusation relative à l'incitation de crime imputé à Władysław Šešelj. La Chambre a tout d'abord reconnu que la propagande d'une idéologie nationaliste n'est pas en soi criminelle. Elle a cependant estimé qu'il lui appartenait d'analyser et de qualifier les propos tenus par Władysław Šešelj et leur impact potentiel sur les auteurs des crimes visés dans l'acte d'accusation à la lumière du contexte. La Chambre a examiné le contenu et le contexte de plusieurs discours reprochés à Władysław Šešelj. En particulier, premièrement, un discours prononcé sur la route de Vukovar le 7 novembre 1991 et au cours duquel Władysław Šešelj aurait déclaré que, je cite, « Bientôt, il ne restera plus un seul Ustachi dans cette région ». Deuxièmement, un discours prononcé par Władysław Šešelj à Vukovar entre le 12 et le 13 novembre 1991 et au cours duquel il aurait indiqué, je cite, « Aucun Ustacha ne devrait quitter Vukovar vivant. » Et, je cite encore, « Ustachi, rendez-vous. Il n'est plus nécessaire de perdre vos vies. » Troisièmement, un discours prononcé à Mali Zvornik en mars 1992, au cours duquel il aurait appelé ses frères tchétniks à la vengeance contre les Balias et à les repousser vers l'est, bien au-delà de la rivière Drina. Et quatrièmement, un discours prononcé le 6 mai 1992 à Artoči, en Voïvodine, et au cours duquel Władysław Šešelj aurait déclaré, entre autres, qu'il n'y avait pas de place pour les Croates à Artoči. La Chambre a conclu que les discours sur la route de Vukovar et le discours de Vukovar ont bien été prononcés par Władysław Šešelj. Cependant, la Chambre à la majorité, la juge Lattanzi dissidente, n'a pu écarter la possibilité raisonnable que ces discours aient été prononcés dans un contexte de conflit et qu'ils étaient destinés à renforcer le moral des troupes de son camp, plutôt qu'à les appeler à ne pas faire de quartier. La Chambre à la majorité, le juge Antonetti, c'est-à-dire moi-même, étant dissident, a conclu, par ailleurs, que Władysław Šešelj avait bien prononcé le discours précité en mars 1992 à Mali Zvornik, même si elle a considéré que les circonstances précises entourant ce discours n'étaient pas établies. La Chambre à la majorité, la juge Lattanzi dissidente, n'a cependant pas été en mesure de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, qu'en appelant les Serbes à, je cite, « nettoyer la Bosnie des Pogani ou des Balias », fin de citation, Władysław Šešelj avait appelé au nettoyage ethnique des non-serbes de Bosnie. La majorité considère, en effet, que la preuve fournie par l'accusation
n'est pas suffisamment étayée pour exclure la possibilité, au regard du contexte, que par cet appel, Władysław Šešelj participait plutôt à l'effort de guerre en galvanisant les forces serbes. La Chambre conclut à la majorité, le juge Antonetti étant dissident, c'est-à-dire moi-même, que les propos tenus par Władysław Šešelj dans son discours à Torchi ont constitué un appel clair à l'expulsion ou au transfert forcé des Croates de la localité. Cependant, la Chambre à la majorité, la juge Lattanzi dissidente, a estimé que l'accusation n'avait pas rapporté la preuve que ce discours aurait été à l'origine des départs des Croates ou de la campagne de persécution alléguée par l'accusation. La Chambre à la majorité, le juge Antonetti étant dissident, a conclu que 2 autres discours prononcés devant le Parlement serbe les 1er et 7 avril 1992 constituaient des appels clairs à l'expulsion et au transfert forcé des Croates. Dans le premier discours prononcé le 1er avril 1992, lors de l'examen d'un projet de loi sur les réfugiés, Władysław Šešelj déclarait notamment, je cite, « Nous allons chasser les Croates en exerçant le même droit que celui que Tudjman a exercé pour chasser les Serbes. Nous n'allons pas nous livrer à un génocide parce que nous, les Serbes, nous n'avons pas ça dans le sang. Nous n'allons pas commencer à vous tuer, bien entendu. Nous allons simplement vous faire monter dans des camions et des trains et vous laisser vous débrouiller à Zagreb. » Fin de la citation. Le second discours du 7 avril 1992 réitérait la substance du même propos. S'il est vrai que de l'avis de la Chambre à la majorité, le juge Antonetti étant dissident, ces discours sont des appels à l'expulsion, la Chambre, dans une autre majorité, la juge Lattanzi, dissidente, estime que ces propos, s'inscrivant dans une opposition à la politique officielle serbe, sont une déclamation d'un programme politique alternatif qui n'aura jamais été mis en œuvre. L'accusation n'a rien offert pour en évaluer l'impact. L'absence de tout impact mesurable, combinée à la certitude que les appels aux autorités serbes de pratiquer la rétorsion contre les Croates n'ont reçu aucun écho favorable, n'autorise la majorité à conclure à l'incitation au crime de guerre, même en prenant en compte les discours les plus virulents, notamment ceux d'Ertochi et ceux prononcés devant le Parlement serbe. La Chambre à la majorité, la juge Lattanzi dissidente, a donc conclu que l'accusation n'avait pas rapporté la preuve qu'il existait un lien de causalité entre les discours du 1er et 7 avril 1992 de Władysław Šešelj et les crimes commis en avril 1992 dans les villes de Mostar, de Zvornik et dans la région de Sarajevo, ou que l'on pouvait imputer à Władysław Šešelj, même indirectement, les crimes commis entre mai 1992 et septembre 1993. Dans ces conditions, la majorité n'est pas en mesure de qualifier des discours de Władysław Šešelj du 1er et 7 avril 1992 d'actes matériels d'incitation. La majorité a par ailleurs rejeté l'allégation de l'accusation d'incitation en raison du fait que Władysław Šešelj n'aurait pas pris de mesures contre les Šešeljevci qui auraient participé au crime contre les non-serbes. La majorité rappelle qu'aucun lien hiérarchique formel ou de facto n'avait été retenu entre Władysław Šešelj et les volontaires qui ont participé au crime visé dans l'acte d'accusation. Or, l'omission de punir
ne peut être retenu en l'absence de tout lien hiérarchique qui rendrait Władysław Seychelles comptable des agissements des volontaires. Pour la majorité, il est acquis que s'agissant des activités sur le terrain, les volontaires étaient soumis à une autorité militaire. S'agissant maintenant de la responsabilité alléguée de Władysław Seychelles au titre de l'aide et de l'encouragement, la Chambre à la majorité, la juge Lattanzi, dissidente, la rejette, en relevant notamment que les arguments de l'accusation sur lesquels cette allégation se fonde ont la même base factuelle que ces allégations sur la responsabilité au titre de l'ECC et de l'incitation. Je vais à présent donner lecture du dispositif. En raison des motifs que je viens de résumer, la Chambre, pour le chef 1, persécution en tant que crime contre l'humanité, déclare l'accusé non coupable. À la majorité, la juge Lattanzi, dissidente. Pour le chef 4, meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, déclare l'accusé non coupable. À la majorité, la juge Lattanzi, dissidente. Pour le chef 8, torture, en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, déclare l'accusé non coupable à la majorité. La juge Lattanzi, dissidente. Pour le chef 9, traitement cruel en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, déclare l'accusé non coupable. À la majorité, la juge Lattanzi, dissidente. Pour le chef 10, expulsion en tant que crime contre l'humanité, déclare l'accusé non coupable à la majorité, la juge Lattanzi, dissidente. Pour le chef 11, acte inhumain, transfert forcé, en tant que crime contre l'humanité, déclare l'accusé non coupable, à la majorité, la juge Lattanzi, dissidente. Pour le chef 12, destruction sans motif de village ou dévastation non justifiée par les exigences militaires en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, déclare l'accusé non coupable, à la majorité, la juge Lattanzi, dissidente. Pour le chef 13, destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion ou à l'éducation en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, déclare l'accusé non coupable, à la majorité, la juge Lattanzi, dissidente. Pour le chef 14, pillage de biens publics ou privés en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre, déclare l'accusé non coupable à l'unanimité. Avec cet acquittement sur tous les 9 chefs d'accusation, le mandat d'arrêt décerné par la Chambre d'appel le 17 juin 2015 n'a plus d'objet. Władysław Seychelles est donc un homme libre à la suite de ce verdict. Le juge Antonetti joint une opinion concordante. Le juge Nyang joint une déclaration. La juge Lattanzi joint une opinion partiellement dissidente. Venant de lire le résumé du jugement, je lève maintenant l'audience et je vous remercie. All rise, veuillez vous lever.